C'est l'histoire d'un yogi qui voulait simplement méditer dans les bois, mais qui a fini malgré lui par créer une entreprise qui valait plus de 5 milliards de dollars au moment de sa revente en 2002. Dans cette vidéo, je vais vous raconter l'histoire extraordinaire de Michael Allan Singer. Michael, il dit qu'il a eu une vie absolument ordinaire jusqu'à une date clé dans sa vie, l'hiver 1970. Il avait alors 23 ans. Tout commence pour lui alors qu'il est en train de parler avec un ami et qu'il y a un blanc dans la discussion. Alors, il est, comme nous tous quand il y a un blanc dans une conversation, super gêné. Sauf qu'il entend une voix dans sa tête à ce moment-là. Vous savez, la petite voix qu'on a tous, notre critique intérieure, qui est en train de paniquer. Tiens, mais de quel sujet je pourrais parler? Tiens, et si je lui parlais de ça? Ah non, mais ce sujet, il est nul. Ah non, mais je vais plutôt lui parler de ça, mais... Sauf que Michael, pour la première fois dans sa vie, il observait cette voix. Cette voix, c'était plus lui, mais il était dans une place d'observateur et il se rendait compte qu'il y avait une voix qui parlait à l'intérieur de sa tête. Et alors, au moment où il s'en rend compte, il décide d'en parler au mec en face de lui. Putain, mais il y a une voix dans ma tête qui arrête pas de parler. Est-ce que toi aussi tu l'as? Et le mec en face de lui dit, ah ouais, et la mienne, elle peut jamais arrêter de parler. Et alors, c'est à ce moment-là qu'il devient obsédé par cette petite voix dans sa tête. Ça remet en cause toute son existence. Il se dit, mais si je ne suis pas cette petite voix dans ma tête, qui suis-je? Et c'est quoi cette petite voix? Comment elle s'est construite? Sauf qu'à l'époque, on était encore en 1970. Et en 1970, tous les écrits sur la méditation, le bouddhisme, le yoga et autres, c'est pas encore popularisé. Et donc lui, il est absolument perdu. Il peut pas taper la question à Google et donc il reste bloqué avec cette question qu'il pose à tous les gens qu'il rencontre. Est-ce que toi aussi, tu entends la petite voix dans ta tête? Mais à force d'en parler à absolument tout le monde, de cette petite voix dans sa tête, il en parle à un mec en particulier, qui est un de ses camarades de classe dans ses études, qui s'appelle Mark Waldman. Ce mec, il paraît qu'il est brillant, il a lu plein de livres sur plein de sujets, donc il lui recommande de lire un livre en particulier qui, il pense, pourrait lui changer sa vie. Alors Michael, ni une ni deux, il se rend à la bibliothèque et il va donc acheter ce livre, Les 3 piliers du zen. En commençant à le lire, il se rend compte que c'est exactement ce qu'il cherchait depuis des mois. Dans ce livre, l'auteur, il décrit exactement la petite voix que Michael entend dans sa tête. Il met un mot dessus, il appelle ça l'ego, et il explique que le but, c'est d'essayer de faire taire cette voix pour vivre une vie calme et en paix. Il donne même la méthode pour réussir à faire taire cette voix, qui est la méditation. Et plus que la méditation, une méthode de méditation particulière, en pleine conscience, qui consiste simplement à se concentrer sur la respiration et sur le son. Ça peut paraître bizarre, mais Michael, ça lui suffit et il se met en quête de faire taire cette petite voix dans sa tête qui parle de manière incessante et incontrôlée pour avoir une vie calme et posée, comme on le décrit dans le livre. Alors il commence à se mettre une déterre pas possible et il médite tous les jours, plusieurs fois par jour. Dès qu'il a un temps libre, il se met à méditer. Il commence à s'en foutre de plus en plus des études et tout, il veut juste méditer pour calmer la petite voix dans sa tête. Et puis un jour, alors que toute sa vie tournait autour de la méditation, il part avec sa femme et un pote en randonnée. Et alors à un moment, pendant cette randonnée, Michael il demande à sa copine et à son pote si c'est ok qu'ils s'absentent pendant quelques heures pour aller méditer. Évidemment, ils sont ok. Alors Michael, il s'enfonce un peu dans la forêt et il trouve un rocher qui est parfait pour accueillir sa méditation. Il prend une détermination très forte à ce moment-là, qui est simplement de dire « Je ne me lèverai pas de ce rocher, je n'arrêterai pas de méditer tant que je n'ai pas atteint l'illumination. Comme Bouddha sous son arbre, mes os pourront casser, je pourrai mourir assoiffé, peu importe, mais je finirai illuminé de cette méditation. » Et alors, il se met à méditer et je pense qu'il a eu l'expérience mystique la plus forte de sa vie. Il médite et très rapidement, il arrive à entièrement taire la voix dans sa tête. Il est concentré sur sa respiration, sur le son sur son bassin et il est bien. Il est ancré. Et alors petit à petit, la méditation, elle devient de plus en plus extraordinaire. Il sent de l'énergie monter de la base de sa colonne vertébrale, de son coccyx, jusque son troisième œil entre ses deux yeux juste ici. Il sent ce flux-là. Il est bien. Et puis à un moment, il entend une voix. Cette voix lui demande « Do you really want to know? Est-ce que vous voulez vraiment savoir ?» Et alors il dit oui. Il dit oui et il va dans un état de méditation encore plus puissant. Il est dans une méditation super profonde. Il sent encore plus l'énergie. Il se sent encore plus dissous, comme s'il avait plus de corps. Et puis la voix, elle revient à nous. Et il dit oui. Et alors là, dans son livre, il décrit qu'il ne sait plus trop où il était. Il ne sait pas vraiment dire où il a été, mais il n'était plus dans son corps. Il n'était plus là. Il n'était plus Michael. Michael, disons son ego, son archétype, sa personnalité, tout était parti. Il était comme dissous. Et puis petit à petit, il est revenu à lui, revenu à son corps, mais de toute sa vie, ce flux énergétique qui sentait de la base de sa colonne jusqu'à son troisième œil, il est resté. Toute sa vie, il a senti de l'énergie pousser juste ici, derrière son troisième œil. C'est fou, non? Alors Michael, vous vous doutez bien que, ayant vécu cette expérience-là, en revenant à sa vie de tous les jours, il a continué à méditer dans le but de faire taire la voix dans sa tête. Bah ouais, parce qu'en même temps, d'un point de vue très pragmatique, ça lui paraissait complètement logique de faire taire cette petite voix. Parce qu'en gros, le principe du base du bouddhisme, du zen et donc de la philosophie de vie de Michael Singer, c'est la chose suivante. C'est de dire que la voix dans notre tête qu'on a,
elle crée un drama incessant. Elle est en permanence en train d'essayer d'appliquer ses préférences personnelles à ce qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Donc la réalité passe, par exemple il y a une longue attente dans un supermarché, et alors la voix commence à parler. Oh mais j'aimerais bien passer en premier, mais je déteste attendre, oh mais je suis vraiment irrité. Et donc on commence à créer du malheur, du drama, parce qu'on est en résistance par rapport à ce qui se passe. Et des fois c'est dans l'autre sens, c'est pas la voix qui se plaint, mais c'est la voix qui veut absolument quelque chose. Par exemple, oh j'ai pas cette voiture, je suis misérable, oh je veux absolument cette voiture, je mérite cette voiture, blablabla. Ou pour des relations, oh non mais cette personne elle m'a abandonné, je suis tellement triste. Au lieu de simplement faire taire cette voix et accepter ce qui est. Tu t'es fait quitter, et bah accepte, fais taire cette voix. T'es malheureux parce qu'il y a la queue à la caisse, et bah apprends à méditer, fais taire cette voix et reviens dans l'instant présent. L'idée en fait globale, c'est simplement d'abandonner ses préférences personnelles, ce que préfère la petite voix dans notre tête, et d'accepter tout ce qui vient. C'est pour ça qu'il a appelé son livre d'ailleurs The Surrender Experiment. Le fait d'abandonner ses préférences personnelles et de se laisser complètement aller dans le flot de la vie. Alors du coup, pour faire ça, pour justement être en permanence dans un état d'acceptation de tout et dans un état où la voix n'est pas là, eh bien il a continué à méditer tous les jours, matin et soir, toute sa vie. Il n'a pas sauté un seul jour. Le mec, il est déter au niveau discipline. Et puis alors là, la vie, elle s'est dit, tiens, je vais lui mettre une épreuve de ouf dans la gueule, parce que en revenant de ce trip, donc dans la forêt, etc., voyant qu'elle était devenue loin de Michael, eh bien elle a décidé de le quitter. Et alors là, vous vous doutez bien donc que la petite voix dans la tête de Michael, elle était dévastée. Elle se sentait nulle, elle se sentait triste, elle vivait des émotions horribles. Mais alors Michael, pour faire face à ça, il s'est dit, moi je vais méditer encore plus dur, et je vais partir en voyage solitaire de méditation au Mexique, pour justement passer quasiment toutes mes journées à méditer, dans la solitude, et vraiment essayer de calmer cette voix pour être seulement dans la présence et dans l'acceptation. Je vous raconte pas toutes les expériences de ouf qu'il a vécues pendant son voyage initiatique, mais dans une forêt, il y a eu des bêtes qui sont venues à lui, etc. Enfin bon, une expérience un peu chamanique, mystique. Mais il y a un moment donc dans son parcours où il s'est dit, il est temps que je revienne, que j'arrête d'être solo dans les bois et de réellement me laisser surprendre par la vie et accepter ce que la vie veut de moi. Et alors en revenant, ce que la société attend de lui, ce que la vie attend de lui, c'est d'écrire sa thèse. Lui, il n'a pas du tout envie d'écrire sa thèse. Il se dit, moi je veux juste méditer, j'ai besoin de rien pour méditer, 5 € par jour et c'est bon, je vis. Donc ses préférences personnelles, elles veulent ça. Cependant, en revenant, le directeur de son lycée le convoque pour lui dire, écoute, c'est vraiment bien que tu écrives une thèse, je pense que tu as vraiment du potentiel. Et donc Michael, il se souvient et il dit, je vais pas écouter mes préférences personnelles dans ma tête, mais je vais dire oui à la vie. Je vais dire oui, ok, j'écris ma thèse. Et alors là, il se met à méditer très fort, il se met devant sa feuille et il télécharge toute sa dissertation d'un coup. Il n'ouvre aucun livre, aucune bibliographie, il écrit simplement. Et sa thèse, c'est un véritable succès, il en fait même un livre. Comme quoi, il fallait pas qu'il écoute les préférences personnelles de son ego, il faut qu'il s'abandonne à la vie. Et puis à un moment, il en a marre de vivre donc dans sa voiture, dans son van, et donc il veut chercher un terrain. Et alors pareil, il dit oui à la vie. Et il y a toute une série de décisions qui font que sur une aire d'autoroute, il rencontre un mec qui a un terrain à vendre, il visite le terrain, c'est merveilleux, il l'achète direct parce qu'il a eu exactement ce montant d'argent qui est tombé d'un héritage. Et puis ensuite, il y a un de ses potes qui fait de la construction, qui veut l'aider à construire sa cabane parce qu'il trouve que c'est un super bon projet. Et donc, il se retrouve avec cette cabane qui est absolument magnifique, alors que lui, il voulait simplement une petite hutte sans électricité dans la forêt. Donc en disant oui à la vie et en disant oui à toutes les opportunités qui se présentaient, il se retrouve avec une cabane magnifique au milieu de la forêt. Fort de ces quelques dernières expériences de vie, il s'est dit c'est bon, je vais en faire un principe de vie. Et il s'est dit, vers ses 25 ans, toute ma vie, je vais la vivre comme ça, en vivant de Surrender Experiment, l'expérience de lâcher prise de mes préférences de l'ego et de simplement dire oui à tout ce que la vie met devant moi. C'est fou quand même de vivre cette vie. Et c'est là vous allez voir que les choses prennent une toute autre tournure. Que lui, je vous le rappelle, ce qu'il veut, c'est simplement faire du yoga tous les jours et puis méditer tranquillement dans sa cabane. C'est les seuls trucs qu'il veut faire. Il s'en fout de la thèse, de l'économie, des ordinateurs, de tout ça. Mais la vie, elle va lui réserver complètement autre chose, et comme il s'est dit qu'il allait dire oui à la vie, eh ben, il va pas méditer tout seul dans les bois, c'est le moins qu'on puisse dire. Au moment où il emménage dans sa cabane, l'université de Michael lui propose de donner des cours aux autres élèves. Alors, c'est sa seule contrainte dans sa vie. Lui, il fait du yoga, il médite, et 3 jours par semaine, il va donner des cours. Il vit une vie super sobre, il s'habille toujours de la même manière, avec des habits un peu dépravés, sans consommer aucun argent. Il vit donc en fait sa vie rêvée. Sauf que là, la vie, elle a pas trop envie qu'il continue à vivre ce mode de vie très longtemps. Parce que très rapidement, comme c'est un bon prof, eh bien, on lui propose de former un mec super intelligent pour qu'il devienne prof à son tour. Alors donc, Michael, il a pas du tout envie, mais il accepte. Donc il commence à former ce mec, et ça lui prend de plus en plus de temps dans ses semaines. Il kiffe et finalement c'est une super relation qu'il crée. Et alors, cette relation-là va lui permettre qu'on lui propose un poste encore plus avancé de prof. Il va carrément devenir prof avec un cours et un programme pour l'année. Alors il a toujours pas envie d'y aller, mais il dit oui. Et ce qui est génial avec la manière dont il enseigne ses cours, c'est qu'à chaque fois qu'il arrive en cours, il a aucune idée de ce qu'il va dire. Il se laisse simplement inspirer par le flow méditatif. Il médite avant de venir,
il prend une grande inspiration et il déroule ce qu'il a à dire. Mais il a aucune idée de ce qu'il va dire avant de commencer son cours. Il y a même une fois, tellement le mec il est perché, où il arrive en cours sans t-shirt, il s'en était pas rendu compte, et au moment où il s'en rend compte, il dit désolé, j'étais tellement dans le flow que j'ai pas vu. Est-ce que vous voulez que je m'en aille ou que je continue? Et sa classe marche tellement bien qu'il y a des dizaines de personnes qui viennent à la fin de l'année, alors qu'au début il y avait peut-être 3-4 pelots. Donc finalement, il se trouve que pour Michael, c'est une expérience absolument géniale de commencer à faire des enseignements spirituels sur ce qu'il a compris de la vie, de la nature de la réalité et autres dans un lycée, alors qu'à la base, lui, encore une fois, il voulait juste méditer seul dans la forêt. Et puis pareil, il y a une autre dinguerie, c'est que lui, alors qu'il demande toujours rien, mais il y a carrément des gens qui commencent à venir s'installer en fait à côté de chez lui pour méditer. Donc à un moment, il dit oui à la vie et il commence à fonder un temple. Il a commencé à demander de l'argent autour de lui et tout le monde accepte de lui donner plein d'argent. Il y a même une fois, il reçoit une enveloppe de 1000 € dans sa boîte aux lettres, il a aucune idée d'où ça vient. Mais tout ça pour dire qu'au final, il finit par construire un grand bâtiment à côté de sa maison sur son terrain et c'est le bâtiment dans lequel il y a des centaines de personnes qui se sont réunies tous les jours pendant quasiment, 60 ans pour méditer tous les matins avec lui et augmenter cette énergie. Donc au final, lui, il n'a rien demandé. La vie a fait en sorte qu'il a construit un super temple pour que des gens puissent méditer et avoir des pratiques spirituelles ensemble tous les matins. Et puis là, vous vous dites, ah ouais, c'est quand même ouf, le mec, il a construit un sanctuaire et tout, il est devenu prof sans rien demander. C'est déjà ouf sa vie. Ouais, c'est ouf, mais c'est que le début. Parce que là, il y a un mec qui passe sur son terrain et qui voit le temple qu'il a construit. Et le temple qu'il a construit, c'est vraiment un bâtiment super beau. Vous le voyez affiché à l'écran. Et alors il lui dit, écoute, est-ce que c'est toi qui as construit ça? Alors il dit oui, c'est moi. Et il lui dit, écoute, j'aimerais que tu construises une maison pour moi. Parce que j'adore comment tu as construit ça et je veux que tu construises une maison pareille pour moi. Alors Michael, il a pas du tout envie au départ. Mais bon, comme c'est la vie qui met ça devant lui, il dit, je vais pas résister à la vie, je vais abandonner mes préférences personnelles et je vais dire oui, ok, je vais construire ta maison. Et donc il a commencé à construire une maison. Sauf qu'une maison est devenue 2 maisons, 3 maisons, 4 maisons, si bien qu'il a construit une boîte de construction qui s'appelle Built with Love, qui a fait plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. Et à chaque fois qu'il construisait une maison, qui faisait donc du bénéfice avec son entreprise Built with Love, il réinvestissait absolument tout dans son sanctuaire, dans son temple, pour créer de nouveaux bâtiments, pour améliorer les lieux, les infrastructures, etc. Chaque fois qu'il avait de l'argent, il réinvestissait dans son lieu. Et il a fait ça tout au long de sa vie, avec toutes ses boîtes, peu importe le montant d'argent qu'il gagnait. Donc là, Michael, pendant quelques années quand même, il est gérant de sa boîte de construction, il est prof en même temps à l'université, et puis comme si ça ne lui suffisait pas, il continue à développer de ouf son temple et son sanctuaire. Il a donc 3 boulots à plein temps. Mais la vie, elle se dit, Michael, il peut encore en encaisser un peu, on va lui rajouter un truc en plus. Et alors un jour, alors qu'il marche dans la rue, il passe devant une boutique d'ordinateurs. Il voit cet ordinateur, c'est la première fois qu'il en voit un dans sa vie, et il se dit, c'est quoi ce truc, ça a l'air incroyable. Alors il sent une sorte d'énergie qui l'appelle à l'ordi, et il commence à rentrer dans la boutique et à jouer avec l'ordinateur. Là, pour lui, ça a été la révélation. Il dit, c'est comme si j'avais eu une sorte d'éveil spirituel devant l'ordinateur, et à chaque fois qu'il tape des trucs, il trouve ça extraordinaire. Ça coûtait 600 € à l'époque, il dit, ok, j'en achète un, et il le ramène chez lui. Il dit que là, il a passé en gros 2 semaines à passer tout son temps libre, toutes ses nuits, devant son ordinateur. Il dormait à peine 4 heures par nuit, tout le reste de la journée, tout son temps libre, il le passait devant son ordi. Et il s'est dit, tiens, je vais créer un programme de comptabilité pour mon entreprise de construction. Ça va être super utile. Et donc il se met à apprendre la programmation et jour et nuit il programme. Et il dit que son process de programmation, c'est exactement comme il donne ses cours, c'est exactement comme il a écrit sa thèse. Le mec il médite et ensuite il a des downloads, il écrit son programme comme ça grâce à son état méditatif. Au bout d'un mois donc, il a fini de créer son programme de comptabilité et il retourne voir la boutique dans laquelle il a acheté son ordi pour leur montrer. J'ai créé ça, vous en pensez quoi? Est-ce que vous pouvez me donner des conseils? Et alors les mecs ils sont incompétents mais ils sont super impressionnés. Et en plus d'être impressionnés, ils se disent ça pourrait quand même être un bon business. Parce que là, on a plein de clients qui viennent nous voir pour nous acheter des logiciels, sauf que ces logiciels, ils n'existent pas. Et ce mec-là, il sait développer des logiciels. Donc on pourrait les mettre en relation. Et alors, c'est ce qu'ils font. Par exemple, ils commencent par mettre en relation Michael, qui est donc un programmeur finalement, avec un professeur qui veut simplement avoir un logiciel pour noter ses élèves et gérer les bulletins. Et donc Michael, il vend son premier programme à 300 € pour justement mieux gérer les notes des élèves pour un professeur. Et puis Michael, en fait, il est devenu tellement passionné par les ordinateurs, l'informatique, la programmation, etc., qu'il décide d'en faire son métier à plein temps. Alors il met un petit peu de côté son business de construction, il met de côté aussi ses cours à l'université, il se concentre à fond sur son temple et à fond sur la programmation. Il crée une boîte où en fait il va installer des logiciels déjà existants à des clients qui en ont besoin. Par exemple, il va installer, je sais pas moi, un logiciel de comptabilité à un artisan qui a besoin de ce logiciel. Et il va faire la mise en relation et l'installation et la maintenance. C'est ça son business. Et alors il commence à faire développer encore son business et ça commence à marcher de mieux en mieux quoi. Même la boîte justement qui vend les ordinateurs, elle lui redirige plein de clients, il commence à avoir sa clientèle, ses programmes par défaut, etc. Ça commence à bien tourner. Et puis il y a un jour où il va recevoir 2 appels qui vont changer sa vie dans la même journée. Ces 2 appels qui viennent du monde médical. Il y a des médecins qui ont absolument besoin d'un logiciel qui leur permettrait d'envoyer beaucoup plus rapidement les fiches d'assurance pour que les clients puissent se faire rembourser. Parce que c'est une galère folle. Chaque assurance a un modèle différent. Il faut remplir la petite fiche, l'envoyer par la poste, attendre le retour, etc. C'est le truc le plus galère au monde et il n'y a pas de logiciel bien pour faire ça sur ordinateur. Donc c'est un besoin énorme, un problème énorme et rien qui existe.
Donc Michael, lui, il a l'habitude d'installer des logiciels qui existent déjà. Il n'a pas l'habitude de programmer. Il se dit, j'ai pas envie de programmer, ça va me prendre 2 ans au moins de faire ça, c'est un logiciel super complexe, il va falloir que je me plug à plein de services déjà existants, c'est super complexe. Et puis là, encore une fois, il se rappelle que sa vie, c'est dire oui à la vie. Et donc il se dit, si je reçois cet appel, c'est pas par hasard, je dis oui, je vais mettre tout de côté pendant 2 ans de ma vie et je vais développer leur logiciel. Et c'est ce qu'il fait. Au bout de 2 ans de programmation, seul, puis à 4, parce qu'il va recruter 3 personnes dans le processus, il développe ce premier logiciel pour le monde médical. Et évidemment, si vous vous demandez, tiens, mais comment il a eu l'intelligence de programmer un logiciel aussi complexe, le mec, juste, il médite et tout est clair pour lui. Le programme apparaît devant ses yeux. Il n'a même pas besoin de réfléchir. Et alors qu'il livre, du coup, ses premiers clients avec son logiciel qu'il a développé, il y a le président d'une boîte de ouf qui s'appelle System Plus, qui l'appelle et qui lui dit, on a vu ton programme, et on veut le vendre à ta place. Alors évidemment, Michael il dit oui, allez-y, faites ce que vous voulez, moi je l'implémenterai, je l'installerai pour les clients, etc. Et alors System Plus, il présente le logiciel Medical Manager dans une conférence à Las Vegas. Le logiciel, il a 10 ans d'avance sur toute la concurrence, il déchire tout. Et là, sa boîte commence à décoller. Ils font un développement méga rapide et en quelques années seulement, ils font plusieurs millions d'euros par an. Et en même temps qu'ils gagnent plusieurs millions par an, Michael, il prend tout l'argent des bénéfices de cette société et il la réinvestit quasiment entièrement dans son lieu. Alors vous vous doutez bien que son temple, il se développe de ouf. Il rachète tous les terrains aux alentours, tous les terrains de forêt, il les préserve, etc. Il construit de nouveaux bungalows à côté de son temple pour que les gens puissent venir en retraite, organiser les choses. En même temps, il se fait pote avec plein de leaders spirituels. Ramdas est passé dans son lieu, Baba est passé dans son lieu, plein de leaders spirituels qui sont aujourd'hui super connus, sont venus donner une retraite chez Michael. Je vais pas vous décrire tout le développement de sa boîte, mais c'est à chaque fois des rencontres de ouf. Il le décrit dans son livre, c'est quasiment la moitié du livre. Son CEO, il le rencontre par hasard dans un bar. Son manager des RH, il la rencontre, je sais plus où, dans l'avion, machin. C'est que des coïncidences de ouf. À chaque fois qu'il avait besoin de quelqu'un, il rencontre la personne parfaite et il reste avec cette personne pendant des années. Il grossit super rapidement et donc il en vient même à un point où il construit un campus de travail énorme parce qu'il a des milliers de salariés juste à côté de son temple. Alors on voit à un moment dans son livre le chemin qu'il a à prendre pour aller à son bureau. C'est un sort de pont au milieu de la forêt, c'est magnifique. Et son temple est à côté de son bureau qui est à côté de sa maison. Et lui il vit une vie de ouf et il a rien demandé. Juste il a dit oui à la vie. Il a eu aucun plan de lui-même. C'est pas ses préférences personnelles qu'il a projetées sur l'extérieur. C'est simplement la vie qui voulait qu'il fasse des trucs et il a dit oui à chaque fois un peu à contre-cœur de ses préférences personnelles. Le mec s'il s'était écouté, il serait toujours probablement en train de méditer au fond des bois. Et là il s'est construit une vie de ouf qui fait vivre des milliers de personnes, qui aide le monde médical, etc. Tout ça pour qu'en 2000, il y ait une fusion-acquisition entre Medical Manager et WebMD et ils rachètent leur boîte pour énormément d'argent, à peu près 5 milliards de dollars. Donc lui évidemment il a vendu sa boîte, il est très content. Il a eu plein d'argent à réinvestir, mais il est toujours aux commandes de la boîte. C'est toujours le CEO. Et donc, alors qu'il travaillait toujours pour Medical Manager, le 3 septembre 2003, c'était un mercredi, il y a le FBI qui débarque dans les bureaux de Medical Manager avec des hélicoptères, un groupe armé, etc. pour venir faire une saisie. Ils saisissent tout ce qu'il y a, tous les ordinateurs, tous les emails, tous les documents, toutes les archives. Ils laissent rien au hasard. Au moment où ils font le raid, ils veulent rien lui dire de pourquoi ils sont là. Et Michael, il a aucune idée de pourquoi sa boîte ou lui-même sont incriminés. Je vous passe tous les détails, mais c'est un procès horrible qui dure 6 ans avec un associé qui les a dénoncés à tort alors que c'est lui qui avait fait l'escroquerie. Le mec qui a fait une escroquerie énorme, il prend 15 ans de prison alors que eux ils sont chargés avec des vingtaines d'années de prison. Enfin, c'est vraiment horrible ce procès. Et 6 ans après le raid et le début du procès, Michael, il est enfin, seulement quelques semaines avant la date du procès final, il est libéré parce qu'ils ont rien à lui reprocher. Ils ont épluché 6 millions d'emails, je sais pas, énormément de trucs. Ils ont rien à reprocher à Michael. Et donc, il est libéré. Cependant, cet événement de vie, donc qui a duré 6 ans, qui l'a fait aller dans des périodes super sombres, ça lui a appris plein de trucs. Il dit même en fait dans son livre que cette expérience qui serait terrible à vivre pour la plupart des gens, lui, ça a été sa plus grande expérience d'apprentissage spirituel. Bah ouais, parce qu'il vivait une injustice énorme, donc il aurait pu avoir énormément de colère en lui, énormément de raisons de s'énerver. Mais lui, il gardait toujours le cap. Il méditait tous les matins, tous les soirs, et il avait qu'une seule chose en tête, c'était laisser aller ses préférences personnelles, laisser aller sa colère, laisser aller son ego, laisser aller la voix dans sa tête, pour se remettre dans le moment présent et accepter. Surrender. Et donc même à ce moment-là, même dans le moment le plus dur de sa vie, c'est ce principe d'avoir The Surrender Experiment dans sa vie qui l'a porté. Et moi je trouve ça vraiment beau et ouf qu'ils disent que l'événement le plus dur de sa vie a été sa plus grande expérience d'illumination spirituelle. Mais donc évidemment pendant cette période il s'est pas laissé aller pour autant parce qu'il a commencé la rédaction de ses livres que je vous recommande très chaudement, à commencer par un livre qui s'appelle The Untethered Soul qui est en fait la synthèse de tous ces enseignements spirituels qu'il a récoltés pendant des années. Et puis ensuite, à la fin de son procès, il a écrit The Surrender Experiment, le livre sur lequel je me suis basé pour écrire cette vidéo, qui est en fait le récit de sa vie et de son expérience de vie extraordinaire. En 2022, il a sorti un dernier livre qui s'appelle Living Untethered, qui est une sorte de mode d'emploi pour vivre justement comme lui, en abandonnant ses préférences personnelles, en même temps dans l'acceptation pour être dans un état de paix et d'amour complet. Donc finalement, le mec, avec une philosophie de vie, il s'est créé une vie de dingue.
Et voilà, c'était la vie de Michael Alan Singer. Il est toujours en vie aujourd'hui. Vous pouvez le suivre sur les réseaux, il fait des audios, des podcasts des fois. Je vous invite vraiment à lire ses livres aussi parce qu'ils sont super inspirants et super éclairants si vous débutez dans le monde spirituel particulièrement. Mais moi, ce qui m'inspire le plus avec ce mec et son parcours, c'est en fait simplement le fait qu'il s'est dit « je vais vivre une expérience de vie et je vais dédier ma vie à ça » et que du coup, de par cette décision, il a vécu une vie extraordinaire. Il s'est dit, je vais laisser aller les préférences de mon ego et je vais m'abandonner au cours de la vie. Même si j'ai pas envie, je vais dire oui. Et le fait d'avoir dit oui à chaque fois, ça a fait en sorte que non seulement il a eu une vie de ouf, mais qu'en plus, il a apprécié chaque moment du processus parce qu'il était toujours dans la paix, l'amour et l'acceptation. Donc pour moi, c'est vraiment une inspiration de vie énorme, peut-être mon inspiration de vie principale aujourd'hui, parce que c'est un mec qui vraiment a vécu et a incarné ses principes spirituels, philosophiques, etc. dans un mode de vie occidental, tout en créant une énorme boîte. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et moi, je vous souhaite une excellente journée.